Le Wezek est avec nous. Nos experts sont là. Pour tout vous dire, vous avez le micro. Deuxième conférence commence maintenant. Brice Lepoutre est attendu à l'espace conférence. Jacques Le Wezek est là, son équipe est là, il manque Brice Lepoutre. Et puis, on parle de nicotine. Jacques, la scène est à vous. Alors, rebonjour à tous pour cette conférence sur la nicotine est un outil, sachez vous en servir. Donc, Jacques Le Wezek, qui est ici, qui est aussi président de l'association SOVAP, va nous présenter un petit exposé sur la nicotine. Et ensuite, on va tout simplement débattre avec des personnes qui sont autour de sa table. Donc, Yann Wilpot, qui est donc à la FIVAP et qui représente aujourd'hui les distributeurs. Nous avons aussi François-Jeanne Godel, qui représente le groupe qu'on ne cite plus, qui s'appelle Je ne fume plus. Donc avec un petit peu plus de 8900 membres, il me semble. Nous avons aussi Sébastien Béziot, donc, qui est aussi à SOVAP et qui est notamment aussi rédacteur de Vapiou. Vapiou, qui est un magazine gratuit, entre guillemets, distribué dans la plupart des magasins et qui est un magazine aussi qui ne fait pas de publicité. Voilà, donc Jacques, je vais te laisser la parole. Brice Lepoutre ou Claude vont nous rejoindre de l'EDUS incessamment sous peu pendant l'exposé de Jacques. Merci, Mick. Allô. Allô. Merci, Michael. Donc, voilà, je vais vous faire un petit exposé rapide, inspiré de mon expérience. D'abord, l'expérience de la nicotine, puisque, comme certains d'entre vous le savent, je suis tombé dedans tout petit. Ça fait à peu près 33 ans, un peu plus de 33 ans, bientôt 34 ans au mois de novembre que j'ai arrêté de fumer et que j'ai commencé une thèse de sciences sur la nicotine. Donc je n'ai jamais quitté ce sujet, un sujet que je connais relativement bien. Mais c'est surtout dans les boutiques de vape et à l'occasion des formations que j'organise aussi bien pour les professionnels de santé que pour les professionnels de la vape, que je me suis frotté aux fumeurs, que j'ai pu vérifier l'utilité, bien évidemment, de la vape pour arrêter de fumer, et surtout faire prendre conscience à tout le monde que la nicotine, c'est le moteur. C'est quelque chose que je connais depuis longtemps, que j'ai pratiqué aussi, par exemple, avec les substituts nicotiniques. En tant que tabacologue, je suis aussi tabacologue, je suis scientifique et tabacologue. C'est quelque chose qu'on maîtrise déjà depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la plupart des gros fumeurs, un patch seul ou des gommes seules ne vont pas fonctionner. Il va falloir associer des produits de façon à obtenir une dose de nicotine qui est suffisante. Et avec la vape, c'est la même chose, sauf qu'on a des contraintes qui ont, entre autres, été introduites par la réglementation européenne. Et l'une des plus fortes contraintes, si ce n'est bien évidemment la limitation des volumes des fioles de liquide, mais c'est surtout le dosage maximal. Et surtout le dosage maximal dans un état d'esprit de la profession de la vape, où malheureusement cette nicotine n'est pas prise suffisamment en compte et où on se trouve avec des systèmes qui sont non adaptés aux débutants et avec des fabricants de liquides qui n'osent pas aller jusqu'à des valeurs de 18, 19, 20 mg par millilitre et malheureusement avec des liquides trop souvent sous-dosés. Le problème du tabagisme, c'est la fumée, c'est la combustion. Ça n'est pas la nicotine. J'ai pour habitude de dire, et ça fait sourire beaucoup de gens, qu'on pourrait fumer de la salade séchée, on aurait exactement les mêmes toxiques dans la fumée qu'avec le tabac. Le problème du tabac, ce n'est pas le tabac en soi, et surtout pas la nicotine, c'est la combustion. Bien évidemment que l'idéal, c'est l'arrêt total.
Et avec la vape, et c'est le conseil que je donne dans mes formations, aussi bien aux professionnels de santé qu'aux professionnels de la vape, il est important que le fumeur qui rentre dans une boutique arrête de fumer le plus rapidement possible. La cigarette, c'est une Ferrari. La vape, c'est une 2 chevaux. On va au même endroit, mais pas à la même vitesse. Et quand le cerveau fait la compétition entre la Ferrari et la 2 chevaux, vous savez qui gagne. La réduction du risque, ça consiste à proposer aux fumeurs une alternative au tabagisme, mais pas nécessairement une abstinence totale, ni de tabac, ni de nicotine. Le tabac peut être consommé sous d'autres formes, comme le snus en Suède, par exemple, qui est un tabac chiqué, moderne, on va dire, et qui supprime la combustion. C'est le principal but que l'on recherche. Le problème, encore une fois, c'est la fumée. La fumée, c'est un système très complexe avec plus de 7000 substances chimiques, dont pratiquement 70 cancérigènes, dont 11 sont vraiment reconnus par l'OMS comme des cancérigènes primaires, c'est-à-dire vraiment classés comme cancérigènes chez l'homme. La nicotine n'est pas cancérigène. Et deuxième chose, on entend encore trop souvent, heureusement avec le paquet neutre, les rendements des cigarettes en nicotine, CO, goudron a disparu. C'est quelque chose qu'en tant que scientifique, on demandait depuis plus de 15 ans, parce que ça trompait l'utilisateur. Le fumeur croyait utiliser des cigarettes moins dangereuses. Ce n'est pas vrai. Au contraire, finalement, il y a une étude récente américaine qui confirme qu'elles étaient plus dangereuses, pour la simple raison que le fumeur sait doser la nicotine. Et donc, il va aller chercher dans n'importe quelle cigarette, cette étude vous le montre, quel que soit le rendement en nicotine des cigarettes, même les cigarettes ultra légères, le fumeur est capable d'aller chercher la quantité de nicotine dont il a besoin. Un fumeur peut tirer entre 1 et 3 mg de n'importe quelle cigarette. Ayez toujours ça en tête. Et ayez en tête aussi que si vous avez affaire à un fumeur de roulé, vous multipliez le nombre de cigarettes par 2. Quelqu'un qui est à 10 roulés par jour, c'est l'équivalent de quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes. Quelqu'un qui est à 20 roulés, c'est 2 paquets de cigarettes. Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte, justement pour apporter une dose suffisante de nicotine pour que l'arrêt du tabac soit confortable. Cette étude, elle a été faite justement pour montrer qu'on pouvait très bien, par exemple, c'était une indication que l'industrie pharmaceutique recherchait, qui était d'arrêter progressivement en utilisant des patchs pour réduire progressivement sa consommation de tabac. Et donc cette étude, elle a été faite pour démontrer qu'il n'est absolument pas dangereux de fumer, de continuer à fumer tout en portant des patchs, même à très forte dose. Ces sujets d'études ont reçu jusqu'à 3 patchs actifs par jour, c'est-à-dire 63 mg de nicotine apportés par des patchs. Et ils continuaient à fumer 13 cigarettes par jour, en moyenne. Donc c'était des très gros fumeurs. Mais ce que vous voyez entouré en rouge, c'est que lorsque ils avaient des patchs placebo, donc ils ne recevaient pas de nicotine par les patchs, ils tiraient 2,5 mg de nicotine par cigarette. Par contre, quand ils portaient 3 patchs actifs, ils ne tiraient plus, entre guillemets, que 1,6 mg de nicotine par cigarette. Donc ça montre que c'était quand même des très gros fumeurs qui avaient des gros besoins de nicotine, mais qui étaient capables d'ajuster ce qu'ils tiraient de leur cigarette pour obtenir la dose de nicotine dont ils avaient besoin. Le problème du tabagisme aussi, il vient du fait que la nicotine reste très peu de temps dans l'organisme. La demi-vie d'élimination de la nicotine est de 2 heures. En pharmacologie, ça veut dire qu'au bout d'une nuit de sommeil, vous n'avez plus de nicotine dans le sang. Et ça vous donne un cycle nictéméral, un cycle jour-nuit qui est idéal pour entretenir une dépendance. Tous les matins, on recommence à 0. Et donc, c'est pour ça que le tabagisme est aussi un problème. C'est la seule substance psychoactive que l'on consomme aussi fréquemment.
Un fumeur de 20 cigarettes par jour, 10 bouffées par cigarette, c'est 200 petites stimulations, 200 petites récompenses, c'est du plaisir 200 fois par jour associé à tous les comportements de la vie. C'est le petit rat qui est dans sa cage en train d'appuyer 200 fois par jour pour avoir une petite décharge ou une petite libération de dopamine. Pourquoi la cigarette est si addictive? À cause de la vitesse d'arrivée de la nicotine en intrapulmonaire. La nicotine en soi n'est pas addictive. Il y a une différence entre la nicotine absorbée avec une cigarette, où là on peut parler d'addiction. Une addiction, c'est une dépendance qui a des conséquences néfastes sur la santé de l'individu et éventuellement d'autrui, ce qui est tout à fait le cas avec le tabagisme. Avec les substituts nicotiniques et avec la vape, la nicotine rentre beaucoup plus lentement dans l'organisme, ne provoque pas ces forts pics de nicotine au niveau cérébral et donc peut créer une dépendance, mais au même titre qu'on est dépendant du café, on est dépendant de son carré de chocolat ou on est dépendant de son téléphone portable. Mais on est dans la dépendance, on n'est plus dans l'addiction. Donc ça, c'était quelque chose qui est très important à faire comprendre aux fumeurs parce que ça fait 30 ans en France que dans toutes les campagnes anti-tabac, on tape sur la nicotine. On ne tape pas sur la fumée, on tape sur la nicotine. Donc le fumeur, il a peur de la nicotine. Tout le monde a peur de la nicotine. La nicotine n'est pas plus dangereuse que la caféine. C'est un stimulant, c'est tout. Et il n'y a pas de danger particulier à consommer de la nicotine aux doses qu'un fumeur ou un vapoteur consomme. Donc il n'y a aucune presse à faire non plus pour baisser son taux de nicotine. Hein? Quand on voit en boutique, parce que je l'ai vécu avec des patrons de shop, etc., on voit arriver des gens qui ont commencé avec du matériel non adapté, en 6 mg, alors qu'ils fumaient un paquet et demi de cigarettes par jour, ben juste ça ne peut pas le faire. Donc là, il va y avoir aussi un travail à demander aux professionnels de la vape, c'est de fournir des systèmes qui permettent de délivrer de fortes doses de nicotine avec un tirage relativement serré, comme on a pu connaître au début de la vape, et qui malheureusement, à cause de 2-3% de population, on va dire, geek, fait que la vape s'est détournée de son but principal, qui est de faire arrêter les gens de fumer. Que la vape devienne du plaisir, tant mieux, et c'est pour ça que ça marche. Le plaisir, c'est la clé. Mais la première chose, et le premier rôle d'une boutique de vape, c'est d'aller chercher les fumeurs. Sauf que, eh bien, en tout cas en France et dans beaucoup de pays, on ne peut pas faire de publicité. Eh bien, votre meilleure publicité, ça sera vos clients. S'ils sont satisfaits, si vous leur apportez le service qu'il faut, s'ils arrivent à arrêter de fumer facilement, eh bien d'autres fumeurs viendront franchir la porte de votre boutique. Encore une fois, ça c'est pour illustrer le fait que la vape c'est une 2 chevaux, la cigarette c'est une Ferrari. Hein? Quand on obtient ce qu'on obtient en 5 minutes avec une cigarette, il va falloir vaper entre 30 et 45 minutes pour l'obtenir. Et ça, il faut le faire comprendre au fumeur. Il va falloir lui faire comprendre qu'effectivement, son comportement va changer, que la consommation de nicotine va être beaucoup plus régulière au cours de la journée, et que oui, on va lui dire autour de lui, mais tu l'as tout le temps à la bouche, tu es tout le temps en train de tirer dessus, etc. Oui. C'est normal, on n'est pas sur le même mode de consommation et pour obtenir la bonne dose de nicotine, il va falloir vaper plus régulièrement qu'on ne le faisait avec des cigarettes. Et comment fait-on pour conseiller un fumeur? Le premier leitmotiv, le premier mot, c'est rassurer. Un fumeur, il a la trouille. Il a la trouille d'arrêter de fumer. Et il a surtout la trouille d'avoir mal. Et c'est là où la vape est une révolution dans l'arrêt du tabac, c'est qu'elle permet d'arrêter pour la première fois dans le plaisir et plus dans la douleur. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais pour autant, ça ne fonctionne que si l'on utilise des doses de nicotine suffisantes au début. Pour vous donner une indication, en boutique, lorsque j'interviens, et c'est ce que je transmets
aux boutiques que je forme, quelqu'un qui est au-delà d'un paquet de cigarettes par jour, je lui conseille systématiquement de rajouter un patch au plus fort dosage pendant quelques temps. Le 18 mg ne sera pas suffisant, qui est le taux qu'on trouve le plus fréquemment, on va dire, et encore pas dans tous les liquides. Donc il faudra un patch, ça pourra durer 15 jours, 6 mois s'il faut. Ça va faire une transition et à un moment donné, on arrête le patch et on continue. Et surtout, on prend son temps pour baisser la nicotine. C'est votre corps qui doit décider quand est-ce qu'on baisse la nicotine, ce n'est pas vous. Ce qui se passe si on baisse trop tôt, on le voit régulièrement. D'abord, c'est une surconsommation. Quand on baisse brutalement sa nicotine, on consomme plus de liquide. Et puis, il y a du manque qui s'installe de façon insidieuse. On ne s'en rend pas compte au jour le jour. Et puis un jour, pof, on se retrouve dans une situation à risque, une soirée un peu arrosée, etc. Et pof, on rechute. Donc surtout, surtout, ne jamais se presser. Alors, sur le choix du matériel, on a de moins en moins de matériel adapté aux débutants. Il va vraiment falloir faire quelque chose, les fabricants, pour revenir à des choses qui permettent d'arrêter de fumer dans le confort. Un fumeur a besoin d'un tirage serré, pas d'un tirage aérien. Il va s'étouffer avec un tirage aérien. Et ça ne permet pas d'utiliser de fortes doses de nicotine. Donc il faut des atomiseurs qui soient polyvalents ou qui soient destinés aux primo-accédants avec un tirage relativement serré. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choix sur le marché. Sorti du GSR, du Nautilus 2, il n'y a pas beaucoup de choix. Et il y a des très beaux atos qui sortent, magnifiques, oui, mais avec des résistances en 0,2, en 0,5 au mieux. Non, non, ce n'est pas du tout adapté aux débutants. N'oublions pas les débutants, il va falloir qu'on s'intéresse aux fumeurs. Et c'est avec des résistances élevées, de l'ordre de 1,5, et des liquides fortement dosés. Le liquide, c'est pareil. Le liquide, le fumeur a besoin d'être rassuré, bien évidemment. Il va s'orienter quasi systématiquement sur un liquide tabac, parce que le mot tabac rassure. Éventuellement sur de la menthe, parce que la menthe est un anesthésique et va faciliter l'inhalation. Il faut savoir que dans tous les tabacs, dans toutes les cigarettes, il y a du menthol, même celles qui ne sont pas dites mentholées, à très faible dose, mais suffisante pour avoir un effet anesthésique. Et c'est pour ça que le fumeur va tousser lorsqu'il va tester la vape. Il va falloir lui apprendre à vaper. Il va falloir lui montrer qu'une bouffée de vape, c'est au minimum 3 secondes, et que plus sa bouffée va être importante, moins il va tousser. Et le choix de la dose de nicotine, bien évidemment. Alors, je vous ai mis une petite indication, mais qui n'est qu'une indication, puisqu'on sait déjà de toute façon que le nombre de cigarettes par jour est un très mauvais indice et ne veut rien dire. Vous pouvez avoir des petits fumeurs de 5-6 cigarettes, mais ça peut être aussi d'anciens fumeurs qui étaient à plus que ça et puis qui ont réduit et qui contrôlent leur consommation. Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui est à 5-6 cigarettes et qui va être aussi dépendant que quelqu'un qui fume un paquet par jour. Parce que peut-être qu'il va prendre 3 mg par cigarette, lui, au lieu d'en prendre 1. Donc le nombre de cigarettes ne veut pas toujours dire quelque chose. Et il m'arrive, moi, en boutique, de faire démarrer des petits fumeurs avec du 18 mg. Pourquoi ? Quand un fumeur fume une cigarette, que ce soit un petit fumeur ou un gros fumeur, il a la même sensation. Une cigarette, c'est une cigarette. Et d'autant plus s'il contrôle sa consommation, il va tirer beaucoup plus sur sa cigarette. Donc il a besoin d'une forte dose. Il va moins vaper au cours de la journée. Il vapera moins qu'un autre puisqu'il a besoin, a priori, de moins de nicotine. Mais par contre, quand il tirera sur son appareil, il aura une satisfaction, il aura un plaisir qui va éliminer l'envie de fumer. Donc, ne pas limiter le dosage en nicotine de ce qu'on appelle les petits fumeurs. Ils peuvent avoir besoin d'un fort dosage. Voilà, c'était un peu ce que moi j'ai pu apprendre de ma propre expérience. Et puis surtout, voilà,
Les boutiques, allez acheter le Vapiou. Aucun fumeur qui rentre dans une boutique ne doit ressortir sans son Vapiou. Il va avoir toutes les informations nécessaires. Hein, et entre autres, ce que je viens de vous dire là, eh bien, mon article est contenu dans ce numéro du Vapiou. Hein. La nicotine est un outil, sachez vous en servir. Voilà. Ça va aussi rassurer le fumeur qui vient pour se mettre à la vape et son entourage. Et merci Sébastien pour ce formidable outil, parce que les boutiques qui le font et celles que je visite et que je suis te remercient, parce que c'est vraiment un outil extraordinaire pour faire démarrer les gens. Eh bien, merci Jacques pour cette présentation que je trouve pleine de bon sens à titre personnel. Je vais d'abord vous demander de faire un petit tour de table afin de vous présenter, parce que je vous ai présenté rapidement un petit peu avant la présentation de Jacques, donc histoire que tout le monde vous identifie bien. Donc Yann, si tu peux commencer s'il te plaît. Bonjour, donc je suis Yann Wilpot, je suis secrétaire général à la FIVAP et accessoirement responsable donc d'un shop internet. Bonjour à tous, moi je m'appelle Françoise Godel et je suis du groupe Je ne fume plus sur Facebook. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Béziot. À l'origine, je suis un ex-fumeur qui s'est mis à la vape. Et puis ensuite, j'ai créé un blog qui s'appelle Vapiou. J'ai créé un petit magazine qui s'appelle Vapiou. Et puis avec Jacques, on a créé l'association Sovap. Jacques est président, je suis vice-président. Dernièrement, j'ai vu un film, je ne citerai pas le nom parce qu'on ne va pas déborder, mais j'assume complètement le mot d'activiste. Je me considère comme un activiste. Je ne suis pas du tout un lobbyiste, mais je suis un activiste. Voilà, et je le revendique. J'avais un petit peu peur de ce mot, mais aujourd'hui, je le revendique sans souci. Je pense que Jacques, la présentation fut bonne. Moi, je vais avoir une première question pour la partie professionnelle. C'est vraiment une question qui m'importe. Jacques soulevait en fait un mauvais conseil en boutique, soulevait manifestement des mauvais dosages de nicotine, soulevait aussi une limitation de la nicotine. Il ne faut pas oublier qu'on est limité à 20 mg par millilitre donc depuis la transposition de la TPD. Petite question, c'est est-ce que cette limitation déjà pour toi est abusive? La nicotine est-elle pour toi un outil? Et la troisième, c'est est-ce que le contournement de la TPD n'a pas finalement, avec la venue des boosters et la venue des produits en 50 ml, permis en fait de faire des dosages de nicotine qui sont beaucoup moins proposés en fait justement dans les shops? Ça fait plein de questions, ça, nickel. Donc effectivement, on se rend compte. Bon, pour la petite histoire, j'ai démarré professionnellement en 2011, donc avec le site Vapoclop. À l'époque, effectivement, la cigarette électronique était très très peu connue. Il n'y avait aucune formation des vendeurs. Tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure pour distribuer ces produits étaient en général d'anciens fumeurs, donc ils connaissaient bien le problème. Des fumeurs convertis, puisqu'ils avaient utilisé cet outil pour arrêter eux-mêmes. Et ils ont dispensé en fait, ces connaissances à leurs clients de manière empirique, par rapport à ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient l'impression de ressentir. Il y a eu 2011, 2012, 2013, donc une explosion effectivement du matériel, du nombre de liquides, du nombre de consommateurs également. Et effectivement, il y a eu une petite perte de sens à un moment donné, 2014. Il y a beaucoup plus de ventes et de boutiques que de clients, que de personnes intéressées. Et il y a eu une petite modification du marché. Donc Jacques en parlait tout à l'heure, le matériel tout d'abord. Alors effectivement, le matériel aujourd'hui n'est plus véritablement adapté aux néo-vapoteurs, enfin aux débutants, aux fumeurs. C'est une vraie problématique et on se rend compte que de plus en plus de vendeurs ont du mal en fait à tenir ce discours justement sur la nicotine, sur le dosage, parce que le matériel n'est plus adapté. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a une deuxième vague d'évolution dans les liquides qui est effectivement... Donc, 2011-2012, à l'époque, on avait beaucoup de liquides en monoarôme, donc tabac, menthe, un peu de fruits rouges, un peu de pommes, c'était 90% des ventes.
et qui avait des dosages très importants. C'est-à-dire qu'on avait effectivement du 19,5, presque du 20 mg par millilitre, et 80% à cette époque-là des fumeurs qui voulaient passer à la vape démarraient justement avec ces gros dosages, mais avec du matériel qui était très très peu puissant. Aujourd'hui, on se rend compte que le marché a évolué avec ses premiers vapoteurs. C'est-à-dire que les premiers vapoteurs, petit à petit, ils se sont appropriés le matériel, appropriés les liquides. Ils ont voulu tester. Voilà, donc beaucoup ont initié le dye. Voilà, un peu de recette, un peu de mixture, un peu de dosage. Et le marché, que ce soit le marché du liquide comme le marché du matériel, a suivi cette demande des premiers vapoteurs qui sont aujourd'hui des anciens vapoteurs, des geeks, des professionnels de la vape presque. Et le marché les a suivis, malheureusement. Et ça, je rejoins Jacques. On a de plus en plus de problèmes aujourd'hui en boutique par rapport à des vendeurs qui arrivent, qui veulent se lancer effectivement dans ce domaine-là sans avoir été des précurseurs, par rapport aux conseils. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont sur leur étal, dans leurs étagères et dans leurs vitrines, ce sont des produits pour des vapoteurs qui connaissent déjà la vape, qui maîtrisent déjà, qui ont besoin de sensations alors qu'ils ont déjà diminué énormément leur taux de nicotine. Et le problème se trouve ici. Effectivement, aujourd'hui, on sent bien que les professionnels de la vape, même s'ils le veulent, même s'ils sont compétents, ils ont beaucoup de mal à proposer des produits adaptés aux primo-accédants. Donc effectivement, peut-être un appel aux fabricants de matériel, un appel aux fabricants de liquide, pour essayer de ne pas oublier qu'aujourd'hui, il y a une toute petite partie du travail qui est fait. Alors, en termes de nicotine, on se rend compte qu'elle est diabolisée, même chez les vendeurs. Elle est diabolisée. Alors moi, je vais vous prendre juste une petite expérience. Je suis arrivé ce matin de Bordeaux dans le train avec mon collègue, et puis on était quasiment seul dans le compartiment. Et puis le contrôleur est venu faire son petit passage habituel, et on avait nos cigarettes électroniques posées sur la table. Il s'est arrêté, il dit: vous nous rangez ça. Bon, on ne peut pas les laisser sur la table. Ah non, vous comprenez, vous allez tenter les gens fumeurs qui sont potentiellement dans le wagon. Et c'est interdit à la SNCF. C'est interdit d'utiliser, mais ce n'est pas interdit de le poser sur la table. Et puis on est parti dans une discussion. Et ce contrôleur n'était pas fumeur. Par contre, il m'a soutenu et il m'a promis et juré que la nicotine était cancérigène et que c'était ça qui rendait malade dans le tabac, et que comme il y avait de la nicotine dans la vape, c'était exactement le même problème. Donc, un des sujets, si on veut vraiment aider les fumeurs aujourd'hui, c'est vrai, c'est suivre la démarche de Jacques ou de Sébastien. C'est l'information. C'est l'information. Mais l'information, elle doit surtout se faire au niveau de ceux qui sont en contact avec la clientèle, c'est-à-dire la formation des shops. Alors bien sûr, les shops physiques, les shops sur Internet, il faut qu'ils soient formés, mais c'est un petit peu plus compliqué. Il y a moins de contact avec le client. Mais la première approche qu'un fumeur va avoir de la vape, ça va être le premier magasin et le premier vendeur qui va la rencontrer. Si le conseil n'est pas bon, si la nicotine dans le message est diabolisée, on peut être sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc effectivement, pour répondre à ta question, je parle, Michael, on a un vrai problème aujourd'hui de connaissance, de formation des vendeurs, enfin de toutes les personnes, que ce soit des vendeurs, des responsables de service client, qui sont en contact avec la clientèle, qui, pour la plupart, maîtrisent parfaitement le matériel et les liquides. Ils sont capables de vous dire exactement quel goût a tel liquide qui vient juste de sortir, ou comment on peut modifier n'importe quel paramètre d'une box ultra high-end. Mais est-ce que c'est vraiment ça, et c'est la question qu'il faut se poser, la réalité de notre métier aujourd'hui ? Et ça on en parlera demain, puisqu'il y a un sujet sur la professionnalisation de la branche. Mais aujourd'hui, nous sommes des distributeurs, des vendeurs, en contact avec la clientèle, mais pas de n'importe quel produit. On n'est pas des médecins, mais quelque part, on est à mi-chemin entre effectivement un vendeur en boutique et un professionnel de santé. À mi-chemin, ni l'un ni l'autre. Et certains ont tendance à oublier un peu trop qu'on n'est pas des pousseurs de carton, on n'est pas là pour vendre la plus jolie box, etc. Bien sûr, il faut faire plaisir. Mais le premier enjeu,
c'est déjà d'éloigner le plus durablement possible les consommateurs du tabac. Et ça nécessite effectivement une connaissance. Et même avec de l'empirisme, même avec beaucoup d'expérience, il faut quand même que tous les vendeurs pensent à apprendre et à s'enlever certaines idées préconçues qu'ils ont certains encore, et notamment sur la nicotine. Donc si je comprends bien, merci Yann pour cet exposé fort intéressant. Si je comprends, il faudrait harmoniser aujourd'hui la proposition du matériel et la proposition des dosages de nicotine. Il faudrait aussi instaurer ou imposer limite une formation qui soit une formation adaptée à la clientèle que l'on reçoit. Moi, je constate aussi dans cette diabolisation de la nicotine, et c'est là où je vais en venir à toi, Françoise, avec Je ne fume plus, où on hésite généralement aussi à proposer des patchs, à proposer de la sophrologie, à proposer d'autres solutions en fait, qui permettent aux fumeurs d'arrêter sereinement tout en utilisant la vape aussi parfois à 0 mg avec un patch et de la sophro. Donc comment toi tu approches aujourd'hui sur le groupe cette population de fumeurs, quelles sont vos propositions parce que je pense que vous n'êtes pas uniquement orienté vape, même si vous avez un groupe qui est spécialisé vape, mais vous avez une approche qui semble manifestement beaucoup plus large et qui permet d'avoir des résultats aussi beaucoup plus certains. Dans l'arrêt du tabac, chacun choisit sa méthode, hein, tu sais. Il y en a qui arrêtent de fumer comme ça. Je fume plus. Il y a des gens qui arrêtent de fumer en se collant des patchs. Il y a des gens qui arrêtent de fumer en vapotant. La différence avec la vapote, c'est ce qu'a dit Jacques, c'est le plaisir. C'est tout. C'est la grande différence. Et c'est le taux de succès aussi qui fait cette différence-là. Maintenant, comme il a été dit, il y a un vrai gros souci au niveau des dosages. Les gens, ils fument, et moi la première, hein, j'ai fumé 30 ans. 30 ans comme un pompier. Et quand j'ai arrêté de fumer, j'avais hâte d'être débarrassée de ce truc-là. C'est-à-dire, on tourne la page. Hop, j'arrête de fumer. Vous me mettez un petit truc, là, pendant 2-3 mois, je veux bien. Et puis après, la liberté. Hein. Et puis si je prends un truc comme ça, est-ce que je ne vais pas devenir dépendant? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Doctissimo, il a dit que c'était mauvais pour le cœur. Et si je continue à consommer ce truc-là, ça va être pareil que la clope, je vais devoir à nouveau me sevrer, 2 sevrages en un, non merci. C'est ça toutes ces questions. Et la question, et ça a été dit et redit, et moi j'insiste là-dessus, les gens fument un paquet ou 2 par jour et pensent qu'en se serrant la ceinture avec 6 mg de nicotine en dosage, ça va le faire. On serre les fesses et on avance. Alors que c'est exactement le contraire. Dans un sevrage tabagique, il faut saturer les récepteurs. Il faut leur donner à bouffer jusqu'à ce qu'ils ferment leur gueule. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va diminuer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même mode de distribution. On n'est pas dans un shoot, on n'est pas dans une drogue dure, on est dans une dépendance dont on va apprendre à se séparer. Mais la question, c'est aussi cette séparation. Parce que les jeunes, les personnes qui arrêtent de fumer, ils arrivent avec une question. Est-ce que je ne vais pas rajouter une dépendance si je prends la vape? Mais si je vapote, comment je vais faire pour arrêter? On a des gens comme vous, comme la plupart des gens, qui vont en faire aussi un mode de vie. Moi, c'est ce qui m'a intéressée quand je suis arrivée ici ce matin. Je me suis dit, on a des vapoteurs qui ont cette dimension identitaire du vapoteur. Beaucoup de personnes qui arrêtent de fumer ont aussi peur de ça. Il faut savoir parler aussi du fait que la vape est un outil, 1, de réduction de risque, 2, pour quitter le tabac. C'est un outil de sevrage. Et il y a un moment où certaines personnes vont aussi être amenées à diminuer les dosages de nicotine et pourquoi pas, si elles le souhaitent, à arrêter la vape. C'est une question qu'on a de plus en plus a priori de l'arrêt du tabac. Quand les gens s'intéressent à la vape, ils demandent « mais est-ce que si je prends ça, est-ce que je ne vais pas avoir du mal à arrêter ?» Et je crois qu'il faut oser parler de ces questions-là aussi dès le départ. Parce que cet outil-là, qui est un outil de sevrage tabagique, il pose aussi ces questions-là. Outil de sevrage, ça me permet de réagir. On a un peu les fesses entre 2 chaises, et Yann le précisait très bien tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'on propose des produits qui permettent à des gens d'arrêter de fumer, mais on n'est pas des toubibs.
Comment on gère ça? Ouais, moi, j'ai pour habitude de dire, et je le clame haut et fort, y compris à la DGS, que les boutiques de vape sont des acteurs de santé. Vous êtes des acteurs de santé. Ça permet. Le rôle des boutiques, c'est de faire arrêter les gens de fumer, quelque part. Et donc, moins il y aura de fumeurs dans la population, et mieux la santé publique s'en portera. Donc, il y a un réel. Comment dire? Il y a une réelle dimension de santé publique et donc d'acteurs de santé. Je voulais rebondir sur l'histoire de cette dépendance, etc. Il faut aussi prendre en compte que justement, c'est parce qu'on a tellement diabolisé la nicotine. Moi, j'ai pour habitude, quand j'entends ce genre de discours de la part de fumeurs, je leur dis, mais vous buvez du café? Oui. Vous êtes bien dépendant de votre café, oui. Vous avez envie d'arrêter le café? Bah non. Alors pourquoi la nicotine? Je comprends très bien que des gens veuillent le faire, et il y en a qui le feront, mais on peut très bien vivre aussi en consommant de la nicotine. Parce que les gens mélangent nicotine et tabac. La confusion, elle est là, dès le départ. Les gens mélangent les deux. Quelle est la différence entre addiction et dépendance? L'addiction, c'est quelque chose qui fait mal. La dépendance, c'est quelque chose qui ne fait pas du mal. Qui fait mal dans la tête ou dans le corps. Qui a des conséquences néfastes sur notre santé physique ou mentale. C'est ça une addiction, pour moi en tout cas. Voilà. Et pour les patchs, la question que tu me posais tout à l'heure, oui, 1000 fois oui, il ne faut pas hésiter à conseiller à une personne une double, voire une tri-substitution. La personne qui va au boulot, qui ne peut pas vapoter dans les chiottes en cachette, parce que c'est ça qu'ils font les gens, il ne faut pas croire, hein. Ils tirent 2-3 tafs comme ça, vite fait. Ça ne suffit pas. Alors on se colle un patch, on se prend des pastilles, on vapote. C'est pas un souci. Il faut vraiment oser multiplier les substitutions pour avoir un bon dosage. Si on ne peut pas vapoter, par exemple dans le train, quelquefois. Et encore une fois, c'est pour rebondir sur le besoin des liquides fortement dosés en nicotine. Il y a des gens qui ne pouvaient pas fumer au travail et qui ne pourront pas vapoter au travail et qui ont pris une forme de consommation qui est une relativement forte dose le matin pour se charger et puis le reste de la consommation, c'est le soir. S'ils n'ont pas des liquides fortement dosés le matin ou au moment d'une pause, parce que ce qu'ils obtenaient en 5 minutes avec une cigarette, ils ne pourront pas l'obtenir en 5 minutes avec la vape. Mais leur patron, il ne leur donnera pas 3/4 d'heure pour avoir leur dose. Donc il faut qu'au moment où ils tirent sur leur vape, ils aient une sensation, ils aient une satisfaction immédiate, d'où le besoin de fort dosage. Et on a une fille, je donne juste cet exemple-là, qui est arrivée sur le groupe Je ne fume plus il y a quelques jours. Elle a essayé d'arrêter de fumer des millions de fois. Et elle était donc avec son patch et une vape à zéro ou avec une vape avec de la nicotine et sans patch, parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. Quand je lui ai dit, prends au moins ça, elle m'a dit, elle a écrit, hein, c'est noir sur blanc, celle-ci veut me tuer. C'est moi qui tue les gens. Et elle a essayé 42 mg de nicotine. Elle ne fume plus depuis 3 jours. C'est la première fois de sa vie que ça arrive. Elle ne pensait pas que ça puisse lui arriver, de ne pas avoir envie de fumer. C'était un truc qu'elle ne connaissait plus. C'est ça la réalité des gens qui fument beaucoup. C'est ça la souffrance des gens qui fument beaucoup. Et c'est ça aussi les solutions pour sortir de cette saloperie qu'est le tabagisme qui tue. Et c'est les magasins, les shops, les professionnels, les gens qui informent, les gens qui organisent aussi cette information, la formation des professionnels, qui doivent tous aller dans ce même sens. C'est-à-dire, oui, nous sommes des acteurs de santé publique et de réduction des risques liés au tabac. Oui. En parlant d'information, excuse-moi Yann, en parlant d'information, Sébastien, justement, toi qui es distributeur de Vapiou, qui est aussi représentant de Sovap, comment tu arrives à manier la chèvre et le chou entre la DGS et l'information, à savoir donner les bonnes informations en fait, avec le ministère, de manière à identifier quelle pourrait être demain l'identité réelle du métier du vapotage, tout en communiquant aussi après derrière au sein des professionnels justement ces articles scientifiques et toutes ces informations qui sont nécessaires à pouvoir éduquer en fait la pensée commune. Je vais sortir un adage. L'information est le nerf de la guerre.
On gagne les guerres avec l'information. C'est primordial. Et aujourd'hui, on a un vrai défaut d'information. Aujourd'hui, il y a un scandale absolu, mais absolu. C'est que les taux de nicotine sont limités à 20 mg. Il n'y a absolument aucun fondement sanitaire qui justifie cette limitation. Et c'est de là que naissent toutes les complications. Toutes les complications. Y compris tout à l'heure, on parlait de vapoter au bureau, etc. J'en discutais avec des amis aux États-Unis. On peut vapoter ou en Angleterre, du 48 mg. Avec ça, on peut avoir un minuscule e-cigarette, vapoter des micro-millilitres derrière un bureau sans faire quasiment aucune vapeur, et ça dérange personne. En fait, cette limitation à 20 mg, elle emmène des quantités de problèmes. Et elle a été mise en place, on sait à peu près les origines, etc., mais elle a été mise en place par cette phobie de la nicotine, qui est un biais absolu. D'ailleurs, Jacques, ça me permet de rebondir. Il me semble que ça avait été démonté, justement, cette nicotine, ce taux, justement la dose létale. Il me semble qu'il y avait eu un article qui a fait scandale pendant une bonne période. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler ? Oui, c'est Bernd Meyer, qui est un toxicologue autrichien, qui a résolu l'énigme qui, moi, me tenaillait depuis 25 ans à peu près. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai commencé très tôt à m'intéresser à la nicotine. J'ai passé 2 ans aux États-Unis dans un laboratoire qui était un des 2 laboratoires, on va dire, phares sur les dosages de nicotine. Et avec mon patron de ce laboratoire, on a cherché longtemps d'où pouvait venir ce fameux dosage qu'on trouve absolument partout, vous trouvez dans les manuels de médecine, de pharmacie, de toxicologie, etc. Comme quoi la nicotine est létale entre 30 et 60 mg chez un adulte. En fait, on n'arrivait pas à trouver la source de ces données. On ne trouvait pas les recherches qui avaient été faites. Et Bernd Meyer, lui, les a trouvées parce que en fait, c'était dans des vieux grimoires en allemand qui dataient de 1850, qui relataient l'expérience de 3 médecins qui avaient testé des doses de nicotine sur eux et qui ont décrété au doigt mouillé que la dose létale devait être en gros entre 30 et 60 mg. Or, c'est pas possible. On connaissait des cas de tentatives de suicide à la nicotine, quasiment aucune réussite. Surtout pas en ingestion. La nicotine est très mal absorbée quand elle est dans un milieu acide, donc elle arrive dans l'estomac qui est acide. Elle est détruite au premier passage hépatique à 70%. Donc l'ingestion, c'est la pire des choses si vous voulez vous suicider à la nicotine. Il y a eu un cas de suicide connu, c'est au Japon, un jeune homme qui s'est couvert des pieds à la tête de patch. Il est mort, mais en fait, à l'autopsie, on s'est rendu compte que dans son estomac, il y avait d'autres choses. Donc on n'est même pas sûr que ce soit la dose de nicotine. Malgré cela, Bernd Meyer s'est basé sur ces 2-3 cas connus pour faire une évaluation. Et donc, de façon très précautionneuse, il dit que c'est au minimum entre 500 et 1000 mg, non pas ingéré, mais absorbé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus qui soit ingéré, par exemple, pour obtenir 500 à 1000 mg dans le sang. Et c'est probablement plus que ça. Donc la nicotine n'est pas si dangereuse qu'on veut bien le faire croire. Et partout, et toute cette histoire de la lutte contre, de cette mystification autour de la nicotine, elle vient de là, d'une toxicité. Personne, depuis 150 ans, n'avait jamais remis en cause que cette toxicité, en fait, n'était pas la vraie toxicité de la nicotine. Alors, en entendant ça, on a Sovap autour de la table, parce que Françoise fait aussi partie de l'association Sovap en tant que membre. On a aussi la FIVAP. Et la question sera, pour ces 2 associations, est-ce que demain, il y a une volonté de lutte à faire exploser ce taux de manière à ce qu'il devienne rationnel ? Bien sûr. Moi, je crois que c'est une nécessité. Moi, ça fait quasiment 30 ans que je me bats pour que la nicotine soit reconnue comme une substance
consommé dans la société. Personne n'a à redire sur le fait qu'on consomme du café, du thé, de l'alcool. Pourquoi interdire l'utilisation de la nicotine alors que ça n'est qu'un stimulant comme un autre et qu'elle ne présente pas de danger lorsqu'elle est utilisée autrement que dans une cigarette? Yann, petite question sur le matériel, parce qu'on parle de nicotine, on parle de dédiabolisation, pardon. On parle aussi de bonne diffusion de la nicotine. C'est quoi le bon matos en termes de réglage, concrètement? C'est quoi la bonne cigarette électronique? C'est quoi le bon taux de nicotine? Techniquement, si je suis fumeur de un paquet, que je regarde les slides de Jacques et que je dois être à 18 mg, qu'est-ce que je prends comme résistance et qu'est-ce que je prends comme puissance, en fait? C'est super intéressant, mais en fait, le plus intéressant, c'est là que c'est passionnant de travailler dans ce milieu. C'est comme il n'y a pas un fumeur identique, aucun profil identique. On retrouve la même chose chez les vapoteurs. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel de liquide, un panel gustatif, des taux de nicotine et de matériel assez large. Et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Le gros du travail, c'est toute cette... alors tous les vendeurs le savent. Hein, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on a un client, on fait une découverte. Voilà. Mais en général, c'est une découverte pour des motivations d'achat. Là, on ne doit pas se positionner en tant que vendeur. On doit se positionner en tant qu'accompagnateur. Et on a à notre disposition tout un panel de matériel et de liquide, et il faut l'adapter après minimum un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de discussion, d'échange avec le fumeur. Des tests, bien sûr, pour lui trouver vraiment le produit adapté. Aujourd'hui, sincèrement, pour faire arrêter un fumeur, effectivement, il faut mettre du 18, il faut une résistance en 1,2 ou 1,5, et puis il faut vapoter à 15 watts, 20 watts maximum. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire aujourd'hui, 90% ou 95% du matériel du marché ne sert strictement à rien, si ce n'est effectivement à satisfaire les vapoteurs existants qui veulent évoluer dans leur plaisir et leur sensation de vape. Mais je pense qu'il y a... c'est là qu'il est le boulot du vendeur. On n'est pas que des vendeurs de marchandises. On est aussi des prestataires de services. On est là pour accompagner. Et c'est aussi pour ça, on en parlera demain dans la conférence sur la professionnalisation, que je pense qu'il faut donner ces lettres de noblesse au métier de fabricant de liquide et de distributeur de matériel, et surtout les vendeurs, ceux qui sont en contact avec le client, parce que c'est eux la clé, en fait, pour quitter le tabac. Ils ont des outils, le matériel, le liquide, un dosage nicotine, mais la clé, c'est le conseil, c'est l'écoute, c'est l'accompagnement. Donc je te dirais, écoute, il y aura peut-être autant de setup et de combinaisons possibles qu'il y aura de clients dans la journée qui voudront quitter le tabac. Au final, ce que je retiens, c'est l'accompagnement, et je clôturerai avec une dernière question pour toi, Françoise. Justement, parlons-en de l'accompagnement. Yann nous parle de 30 à 40 minutes en shop quand on parle de produits de vape. Vis-à-vis de la population à laquelle tu es confronté, un accompagnement, ça peut durer longtemps. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est dur? Comment ça se passe exactement? Un accompagnement à l'arrêt du tabac, comment ça se passe exactement quand tu accompagnes quelqu'un? Un accompagnement à l'arrêt du tabac, c'est aux petits oignons selon la personne, selon ses besoins. Tu as des gens qui vont avoir besoin d'être accompagnés, qui auront besoin d'être rassurés beaucoup, tenus par la main tout le temps. Tu as des gens qui très vite vont intégrer un certain nombre de choses avec une dépendance qui sera plus physique et qui ça va rouler, qui reviendront de temps en temps te dire youpla hop, ça roule, ça marche. C'est vraiment très très particulier l'arrêt du tabac. Le tabac, c'est un produit multi-usage dans nos vies. Le tabac, il avait investi toutes les sphères de nos vies. Hein. Le tabac, c'est lié à nos émotions, c'est lié à plein de choses. Hein. On ne va pas revenir là-dessus, on n'est pas là pour ça. Ce qui compte, c'est, en tout cas,
pour ce premier pas, cette première rencontre avec le sevrage, avec l'arrêt du tabac et notamment avec la vape, parce qu'il s'agit de ça ici, c'est qu'il y ait de l'écoute, un bon conseil et un accompagnement minimal mais suffisamment long pour que la personne trouve chaussure setup à son pied. C'est-à-dire qu'elle trouve le matériel, l'arôme, le dosage qui va lui convenir et qu'elle sache qu'elle peut revenir. Il faut prendre rendez-vous, il faut dire écoutez, vous essayez, on se revoit dans 3 jours. Vous revenez, vous ne rachèterez pas, mais juste qu'on fait le point. Il faut qu'elle ait quelqu'un avec qui causer. C'est très important ça. C'est ce qu'on fait nous sur Internet, à tout bout de champ. On n'arrête pas d'être les gens avec qui on vient causer. Et c'est important. Moi, j'en ai eu besoin. Et je pense que n'importe quel fumeur qui quitte le tabac peut en avoir besoin. Juste très bref, un truc qui me revient en tête à propos de ça. En boutique, quand on conseille le fumeur, etc., lui apprendre aussi qu'on n'est pas coincé dans ce taux de nicotine. Et que de la même manière qu'au cours de la vie, de temps en temps, on augmente sa consommation de tabac et on la baisse, on n'est pas obligé de baisser éternellement. Il y a des moments de la vie où il va falloir remonter la nicotine pour éviter de replonger. Donc ça aussi, il faut leur apprendre. Et ce n'est pas un échec, la nicotine n'est pas un problème. Vous souhaitez réagir, Ouais, Sébastien ? ouais, juste un petit message. Le gros problème que l'on a, moi je passe souvent aussi sur le groupe Je ne fume plus, c'est cette peur de la nicotine totalement irrationnelle. Il y a un travail qui dure depuis de longues années pour diaboliser la nicotine. Moi, je dis souvent que quand je me suis mis à la vape, c'est le moment aussi, au moment où j'ai arrêté de fumer, c'est le moment où je me suis vraiment intéressé au tabac. Avant, je voulais surtout pas savoir. Et je me suis intéressé au tabac et je pense que les vapoteurs, et notamment les vapoteurs aguerris, là, qui s'éclatent avec leur matériel, etc., justement, vous savez et renseignez-vous encore plus. Écoutez Jacques, tout ce qu'il explique sur la nicotine, etc., et participez à cette dédiabolisation de la nicotine. Et je pense que les boutiques doivent faire ce travail, mais également les vapoteurs. On sait, il y a beaucoup de gens, on s'explique les choses, il faut vraiment faire passer le message. Comme tu disais dans le train, le contrôleur, etc., eh ben, il faut en profiter. Il faut en profiter pour donner des arguments et pour expliquer et contribuer à dédiaboliser la nicotine dans la population en général. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que s'appuient tous les freins. Et une fois qu'on aura fait sauter ce cadenas-là, tout ira beaucoup mieux. Yann, tu souhaitais réagir une dernière fois ? Oui, donc redire toujours les mêmes choses, mais effectivement, cette association dans l'esprit de chacun entre le tabac et ses conséquences et la nicotine est toujours présente dans la tête des fumeurs, dans la tête de certains vendeurs. Ça, c'est problématique, mais également dans la tête de ceux qui sont non-fumeurs et qui sont l'entourage des fumeurs. Et là, on a parlé des fumeurs, il faut s'occuper des fumeurs, c'est très très important bien sûr, mais je pense que ça peut aussi passer par l'entourage des fumeurs. Les sensibiliser, les former, et souvent, comme ils sont pleins d'empathie, souvent c'est une femme qui veut que son mari arrête ou des parents qui veulent que leur fils arrête. Et je crois qu'il faut aussi sensibiliser ces gens-là qui ont plus de pression, plus d'influence sur le futur vapoteur parce qu'ils sont dans la proximité affective. C'est vrai que nous, moi je représente des distributeurs aujourd'hui, mais nous aussi on est un peu diabolisés. Vous sortez des grands discours sur la vape, mais en fait vous faites du fric, quoi, c'est tout. J'ai la chance d'avoir eu une expérience passée pendant 20 ans et d'être arrivé dans ce monde de la vape parce que j'étais convaincu et persuadé et que c'est la vape est la solution aujourd'hui parce qu'elle permet de s'adapter à peu près à tous les profils. Le tout, c'est qu'on soit bien accompagné, effectivement, et bien conseillé. Je pense qu'il y a encore un peu de boulot, mais le monde de la vape est assez jeune. Ce boulot de coordination entre donc les utilisateurs, les non-utilisateurs, spectateurs, les professionnels du liquide, les professionnels du matériel, les distributeurs. Je pense que je suis assez positif. Il y a des assos
comme la vôtre, comme la mienne, qui se parlent, qui sont représentatives et qui aujourd'hui ont la possibilité, ont le terreau de faire circuler une information non galvaudée. Et je pense que c'est à ça qu'il faut s'attacher pour les nouveaux vapoteurs qui n'ont pas encore basculé. Voilà. Merci Yann. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour Nelly, j'ai eu une boutique de vape pendant un certain nombre d'années. Je voulais intervenir sur 2 petits points. Le premier point, vous parlez de matériel et de liquide pour primo-accédants, néo-vapoteurs. Ça fait 9 ans que je vape, j'ai pas bougé. Je suis toujours avec du matériel basique et je voudrais qu'on intègre le fait que dans la notion de primo-accédant, il y a aussi des gens qui ont commencé il y a longtemps et qui sont restés au même niveau. C'est un premier point. Le deuxième, je voulais attirer l'attention des vendeurs. Il y a une population qui est pas mal oubliée. C'est les personnes âgées. Il y a une vraie problématique très particulière parce que c'est des gens qui ont commencé à payer le prix du tabac. J'en fais partie. Et on les voit peu en boutique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une boutique dans un village de 10 000 habitants avec beaucoup de personnes âgées. Et ils sont très souvent, ils ont du mal à franchir la porte des boutiques parce que les boutiques sont souvent orientées plus jeunes, 20, 30, 40 ans. Au-delà, voilà. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire en boutique aussi sur les personnes de plus de 50 ans. Voilà. Bonjour, moi je voudrais juste apporter un témoignage justement sur ce qu'il ne faut pas faire en boutique. J'ai voulu mettre mon petit beau-fils à la vape et le patron de mon shop a voulu lui vendre déjà un Pico Mélo 3. Donc pour ceux qui connaissent le Mélo 3 déjà, il est bien aérien. Donc heureusement on m'a un peu averti, je lui ai dit non, surtout pas ça. Donc il est ressorti avec un Nautilus 2. Et du liquide en 6 mg. Alors là, j'ai quand même piqué une crise. Il fumait que 6 cigarettes, il disait, 6 cigarettes light par jour. C'est ce qu'il disait. Donc, 6 mg, ça suffit. Très bien. Malheureusement, là, j'ai pas pu jouer. Donc, il est reparti avec son liquide, dont il a été dégoûté très vite parce que c'était déjà un liquide un peu écœurant de toute façon d'origine. Et ça, c'était au mois de mars. Le vendeur a eu le culot de lui dire également que c'était pas grave s'il continuait à fumer 2-3 cigarettes par jour, donc c'était juste la moitié de ce qu'il prétendait fumer. Et donc, en se fichant carrément de ma gueule d'ailleurs, quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il lui en donne plus. Et mon petit beau-fils sort de ça, continue à fumer bien évidemment. Et là, c'était au mois de mars, et bien maintenant il a perdu sa vape, bizarrement. Sa vape a disparu, donc il refume, il continue à fumer, et il est retombé à sa consommation initiale. Voilà, je remercie beaucoup, du coup, le patron de ce shop, parce que, voilà, c'est une des fumes qui est loupée, parce que pour récupérer ça, bonjour. Et ensuite, c'est vraiment le truc à ne pas faire, quoi. Et franchement, moi, j'engage les patrons de shop à ne pas oublier. Et je rejoins ce qu'a dit l'intervenante précédente, enfin la personne précédente. Effectivement, moi j'ai remonté mon taux de nicotine alors que je vape depuis 6 ans parce que je m'étais aperçue que, poussée par la tendance actuelle, j'étais descendue à 3 mg et tout d'un coup, j'avais pas envie de fumer, mais j'avais juste des fringales. Voilà. Donc j'avais des fringales, ça me faisait reprendre du poids, etc. J'ai remonté mon taux de nicotine, je vape beaucoup moins de liquide et je n'ai plus de fringales. Merci la nicotine. Et surtout, vous ne pressez pas pour baisser votre taux de nicotine. Voilà. Alors, moi, je voudrais intervenir juste là-dessus. Donc, malheureusement, et c'est là où les fabricants matériels et liquides et également les distributeurs, par rapport à leur gamme, ont une responsabilité parce que globalement, on sait que le consommateur
suit le marché. On se dit qu'effectivement, voilà, si la mode c'est de vaper du 3 mg à 220 watts, c'est ça qu'il faut faire parce que c'est ça qui est bien, parce que ça fait 7, 8 ans, 9 ans que la vape existe et qu'elle a évolué, donc qu'elle est aboutie maintenant à 200 watts et 3 mg. Donc effectivement, on a une responsabilité. Après, malheureusement, on est aussi dans un marché. Et le marché, on le retrouve tous les jours, la problématique. Dans une ville où il y a 3, 4 shops, il y a un shop qui va essayer de faire son travail correctement, donc de conseil, donc 20, 30 minutes, avec une gamme relativement restreinte, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir automatiquement beaucoup de matériel pour réaliser des ventes et faire le boulot, faire le job. Et puis il y a ceux qui vont suivre la mode, vont faire du prêt à booster malaisien, américain, avec du 200 watts, et du reconstructible. Et alors effectivement, ça va attirer un type de clientèle, mais une clientèle déjà avertie, mais ça va faire effet de masse. Et malheureusement, concurrentiellement, le shop qui au départ prenait 20 minutes, 30 minutes, il va prendre plus que 10 minutes, il va mettre un petit peu plus de matériel high-end sans avoir automatiquement la compétence. Et effectivement, il y a une vraie nécessité de ne pas perdre de vue qu'on ne vend pas un produit, alimentaire ou un produit neutre. C'est un produit particulier. On n'est pas grand public, on ne touche que les fumeurs, donc une petite partie de la population. Donc on est vraiment des boutiques spécialisées. Et en tant que spécialiste, on se doit d'avoir à la fois le matériel, d'avoir à la fois effectivement suffisamment de choix, c'est important pour répondre à la demande, mais du matériel pour tous et surtout des conseils. Et moi je reste positif. Je pense qu'effectivement on va y arriver doucement. Si vous êtes là demain pour la professionnalisation de la branche, on parlera de ces sujets-là. Il y a plein de choses en cours. Plein de choses qui vont se faire. On espère que les shops vont prendre conscience que le marché, c'est eux qui vont le faire. Et le marché se développera si on va chercher les fumeurs qu'on n'a pas réussi à convertir. Et pour aller chercher ces fumeurs, il va falloir faire le taf, il va falloir être bon, il va falloir être des spécialistes. Mais des spécialistes du matériel, du liquide, mais aussi des spécialistes de la santé, des spécialistes des fumeurs. Voilà. Dans la vraie vie, comme disait madame, la plupart des gens, ils ont des matériels de base. Ils ne sont pas avec les gros barreaux de chaise en faisant des clottes de folie. C'est pas vrai. C'est ici qu'on voit ça. Moi, j'ai été choquée ce matin. On faisait la queue pour entrer. Derrière moi, il y avait un jeune. J'ai cru que j'allais mourir, quoi. Je lui ai dit, mais arrête, moi, j'étouffe là. Rien à foutre, je t'envoie ça dans la gueule. Je lui dis, mais souffle en haut, quoi. Et rien. Mais le geek de la vape, c'est lui qu'on entend, c'est lui qu'on voit sur Internet, c'est lui qui fait des vidéos, c'est lui. Mais les gens classiques qui arrêtent de fumer, qui vapotent, ils ont un matériel de base, des liquides de base qu'ils achètent en ligne ou dans leur shop. C'est ça, en vérité. C'est important qu'il y ait des gens qui aillent chercher, qui aillent en parler, qui testent des nouveaux matériels, tout ça, c'est très bien. Mais en vrai, les gens cherchent un matériel fiable, qui coule pas, qui casse pas trop, enfin, des trucs de base, quoi. C'est ça que cherchent les gens. Et qui soit suffisamment fiable, solide et efficace, surtout, qui envoie, quoi, comme on dit. Oui, sur la nicotine, pas plus tard qu'il y a 1h30, j'étais dehors en train de boire un coca et il y avait 2 professionnels de la vape, je déconne pas, enfin en tout cas des exposants, et qui parlaient nicotine, dont un qui disait que c'était dangereux. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a montré à son pote l'article sur Wikipédia. D'accord ? Donc, je veux dire, on est loin du compte aujourd'hui. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que, pour moi en tout cas, les primo-accédants à la vape sont des gens qu'il faut non seulement convaincre, mais il faut leur donner les arguments face à leur entourage, leur femme ou leur mari et leurs enfants,
sur ce problème de nicotine. La première question en fait qui vient dans une réunion entre amis et tout, c'est ah ouais mais tu vapes, mais à combien t'es en nicotine? Comme si c'était un problème. Et après on continue le film en disant mais ça fait combien de temps que tu vapes et tu as descendu ton taux de nicotine ou tu l'as pas descendu? Et réellement, si en fait ce primo-accédant vapoteur n'a pas les arguments clés qui lui permettent d'être à l'aise, confortable par rapport à ça, ça devient difficile. Moi, ce que j'ai noté quand même dans les derniers mois, j'essaye de me trimballer dans un certain nombre de boutiques et de magasins, c'est qu'il y a une vraie évolution. Je veux dire, il y a des gens qui font bien leur travail. Et sur notamment la nicotine, eh bien, ils ont le contre-discours par rapport à la mode dont tu parlais, qui est d'expliquer aux gens pourquoi il faut rester sur un certain taux de nicotine plutôt que de raconter des conneries et de baisser comme des cons. Je veux dire, voilà le vrai problème. Et y compris, comme dit madame, c'est des gens qui vont pas forcément faire évoluer en fait le primo-vapoteur vers des dispositifs de ouf dont en fait les gens n'ont pas besoin. Il faut réécrire l'histoire, la vraie histoire. J'ai revu les images il y a quelques jours où on nous raconte que l'industrie du tabac a menti au monde entier en 1953. Et on voit les images de tous les barons du tabac aux États-Unis qui jurent sur la Bible, je pense, aux États-Unis, que la nicotine n'est pas addictive. Voilà. Et on leur dit, regardez-les, ils ont dit ça, etc. Et c'est de là que tout part. Moi, ce que je dirais aux vapoteurs, aux boutiques, il y a des messages qui sont tout simples. Et je pense que Jacques, j'ai mon associé qui s'appelle Gérard. Il est tout le temps à côté de moi. Je pense que Jacques appuiera. Dire aux gens, mais attendez, la nicotine, elle est dans tous les substituts. Elle est dans tous les substituts. Enfin, je veux dire, et ça fait des années et des années que c'est validé par les autorités de santé, etc. Donc, aujourd'hui, la nicotine, si elle était si dangereuse que ça, elle ne serait pas dans des médicaments qui sont validés. Ça, c'est quelque chose de tout simple à dire aux gens. À dire aux gens, évidemment, en boutique, mais à dire aux gens aussi en famille. Quand on est là, mais c'est quoi ton truc? T'as encore de la nicotine, etc. Mais écoute, c'est une façon de prendre de la nicotine. Je pourrais le prendre avec des gommes, des patchs, des sprays. Non, juste un truc, y compris femmes enceintes et maladies cardiaques. Hein, la nicotine n'est pas un problème ni pour les maladies cardiaques ni pour les femmes enceintes. Donc pourquoi les fabricants de liquides à qui j'ai donné certains conseils continuent sur leur notice de liquide de mettre des avertissements pour les femmes enceintes et les malades cardiaques? Non. Non. Depuis 1999, on peut utiliser la nicotine chez les femmes enceintes. Et depuis 2003, grâce à la Fédération de cardio, les précautions d'emploi concernant les personnes ayant des problèmes cardiaques ont été retirées grâce à la Fédération de cardio. Donc il faut arrêter de donner le bâton pour se faire battre. Pourquoi aller rajouter sur les notices de liquide des choses qui ne sont pas nécessaires? Donc voilà. Et ça m'a rappelé une chose. J'ai revu effectivement ce document dont tu parles. C'est plus récent que ça en fait. C'est à la fin des années 80, c'est au moment des grands procès aux États-Unis. Mais en fait, j'ai réalisé quelque chose. Ils disaient la vérité, les grands patrons de l'industrie du tabac. La nicotine n'est pas addictive. La nicotine est addictive uniquement si on la fume. Mais la nicotine n'est pas addictive. Une dernière question? Non, c'est bon. Eh bien, Yann, Françoise, Sébastien, Jacques, merci beaucoup pour cette conférence qui était fort passionnante. Et puis, je vous donne rendez-vous demain matin, voilà, pour la prochaine conférence. Et je vous souhaite à tous un très bon Vape Expo et une très bonne fin de journée. Voilà. Vous pouvez rester dans le coin parce que dans 15 minutes, sur cette scène, il va y avoir